Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de la Ligue internationale contre l'épilepsie Eastern méditerranéenne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et la grande chance d'avoir parmi nous le professeur Sophie Dupont qui va nous parler d'un sujet très intéressant, l'optimisation du traitement de l'épilepsie. Alors, professeur Sophie Dupont est neurologue, épileptologue adulte. Elle est chef de service de réhabilitation neurologique de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris et directrice du département d'enseignement d'anatomie de Sorbonne Université. Elle a été présidente de la Ligue française contre l'épilepsie pendant 4 ans, de 2019 à 2023, et est désormais secrétaire générale de la Société française de neurologie, présidente du Comité national de l'épilepsie, rédactrice en chef adjointe de la revue neurologique et membre correspondante de l'Académie nationale de médecine. Elle est également membre du laboratoire Lab de l'Institut du cerveau à Paris. Sa thématique de recherche porte sur l'étude de la mémoire et sa réorganisation dans l'épilepsie à l'aide de la neuroimagerie fonctionnelle. Donc, je vais donner la parole au professeur Sophie Dupont et puis au terme de son intervention, on va prendre les questions et le professeur Dupont va répondre aux questions soulevées. À vous la parole, Madame Dupont. Merci beaucoup, professeur Ouazani. C'est un plaisir d'être là avec vous. Et sans plus attendre, on va donc démarrer. J'espère que vous voyez bien mon écran. Et donc, comme le professeur Ouazani l'a dit, je vais vous parler donc du traitement personnalisé de l'épilepsie de l'adulte. On va commencer par le traitement médical personnalisé de l'épilepsie de l'adulte. Et globalement, pour personnaliser un traitement médical, il va falloir prendre en compte deux critères. D'une part, le patient dans sa globalité et d'autre part, l'étiologie de l'épilepsie si on la connaît. Alors, le patient dans sa globalité, vous le savez, hein, c'est avant tout le syndrome épileptique. Si on ne le connaît pas, on restera et on en rediscutera sur un choix de spectre large de médicaments antiépileptiques. Et si on le connaît, on ira en fait au médicament le plus adapté. Mais beaucoup d'autres facteurs vont venir et devoir être pris en compte. La tolérance, les comorbidités, notamment psychiatriques, le sexe, le désir de contraception, de grossesse, l'âge. En résumé, donc, le bon médicament pour le bon patient. Et des médicaments, on en a beaucoup, puisque vous voyez qu'on a à peu près 25 molécules anti-crise depuis donc les années 60 avec les anciennes générations, la première, la deuxième, la troisième génération, avec souvent des mécanismes d'action qui sont assez communs, c'est-à-dire bloqueurs sodiques, bloqueurs calciques, GABAergiques, antiglutamatergiques, et puis quand même avec quelques médicaments nouveaux, le cannabidiol, la fenfluramine, des nouveaux mécanismes d'action sérotoninergiques ou encore inconnus pour le cannabidiol. Alors, néanmoins, même si on a eu énormément de nouveaux médicaments anticrise ces dernières années, le taux de pharmacorésistance n'a pas changé. Et les stratégies de traitement n'ont pas changé. C'est-à-dire que globalement, on commence toujours par une monothérapie initiale, ce qui permet généralement d'équilibrer 50% des patients. Si ça ne fonctionne pas ou si ce n'est pas bien toléré, on passe à une deuxième monothérapie de première intention, donc deuxième, là cette fois-ci. Ça permet en fait de rendre libre de crise 10% supplémentaires. Et puis, s'il y a toujours des crises, donc on va en fait passer en bi, voire en tri, voire en polythérapie, en prenant donc appui sur la deuxième monothérapie, ce qui permettra de nouveau de récupérer 10% de patients libres de crise et on en arrive à nos 70% de patients pharmacosensibles. L'adage est toujours en fait de débuter un traitement donc en première intention avec une seule molécule et à la plus petite dose possible, la dose minimale efficace pour privilégier la tolérance. Donc bien entendu, s'il persiste des crises, il faudra augmenter les doses.
la tolérance sera le seul juge de paix. Ensuite, il faudra passer à ce qu'on appelle des bithérapies rationnelles, sans donc peut-être éviter de mettre ensemble des médicaments qui ont le même mécanisme d'action, même si c'est parfois compliqué puisque beaucoup sont bloqueurs sodiques. Toujours se poser la question de l'observance, un traitement mal pris ou pas pris n'est pas efficace, de savoir s'il s'agit réellement d'épilepsie et pas de crise fonctionnelle dissociative. Revoir le diagnostic syndromique, on va y revenir, mais c'est quand même la clé du choix du médicament. Et puis, bien sûr, revoir les règles hygiéno-diététiques, le sommeil, etc. Et puis, si les médicaments ne marchent pas, et ça sera la deuxième partie de l'exposé, mais vraiment tout à la fin, pensez très vite aux thérapeutiques alternatives, chirurgie ou stimulation. Alors le choix syndromique, en fait, il va en fait donc reposer sur le choix du médicament en fonction du syndrome épileptique du patient. Et globalement, on va discuter du choix des médicaments suivant trois grands syndromes, les épilepsies généralisées idiopathiques, les encéphalopathies épileptiques et les syndromes focaux, qui sont, vous le savez, 70% hein, des épilepsies. Alors, globalement, plus que le syndrome épileptique, c'est le type de crise qui rentre dans ce syndrome qui va nous importer. Et on va distinguer très clairement certains types de crises généralisées, les absences, les myoclonies pour les épilepsies généralisées idiopathiques, les crises toniques atoniques avec éventuellement des myoclonies, des absences atypiques pour les encéphalopathies épileptiques, des crises généralisées tonico-cloniques, qu'elles soient primitives, c'est-à-dire entrant dans une épilepsie généralisée ou secondaire à une crise focale. Et au sein des médicaments, donc, on va avoir trois classes. Les médicaments dits à spectre large, donc qui marchent sur tous les types de crises, euh, en tout cas qui ne sont pas aggravants. Alors, le médicament qui est vraiment efficace sur tout type de crise, c'est le valproate de sodium, mais on a également des médicaments de nouvelle génération comme le pérampanel, le zonisamide, qui très clairement ont vraiment un gros potentiel de spectre large. La lamotrigine aussi, avec un petit bémol sur les myoclonies qu'elle peut aggraver, notamment sur des posologies élevées. Les vétiracétam, brivaracétam, topiramate, là encore, spectre large, pas d'effet donc aggravant sur les crises toniques, atoniques, ni sur les absences, même s'il n'y a pas forcément toujours une efficacité sur les absences. Et puis le phénobarbital, qui est un vieux médicament qu'on n'aime plus beaucoup employer, mais qui quand même peut être intéressant, sauf pour les absences sur lesquelles vraiment il n'est pas efficace. Ensuite, on va avoir vraiment les médicaments purs d'épilepsie focale qui vont d'ailleurs être efficaces sur les crises généralisées tonico-cloniques, même primitives, mais qui sont très clairement aggravants des absences des myoclonies, voire des crises toniques atoniques. Et puis ensuite, on a des médicaments pour lesquels on ne sait pas trop. L'acosamide, cénobamate, ils ont une AMM dans l'épilepsie focale et on va en rediscuter, mais pour l'instant, des données plutôt contradictoires sur certains types de crises généralisées. Et puis les médicaments d'encéphalopathie épileptique, la fenfluramine, le cannabidiol, le felbamate, qui euh, éventuellement, donc, même s'ils n'ont pas été développés dans l'épilepsie focale, peuvent être tout à fait efficaces puisqu'on sait que finalement, dans les encéphalopathies épileptiques, on a un mix souvent de crises focales et de crises généralisées de divers types et on n'a pas que des crises toniques ou atoniques. Alors, si on démarre donc avec les épilepsies généralisées idiopathiques, eh bien, vous le savez, ces épilepsies généralisées idiopathiques, avec la nouvelle classification de la Ligue internationale, sont au nombre de 4, les épilepsies absence de l'enfant ou de l'adolescent, l'épilepsie myoclonique juvénile et beaucoup plus rarement les épilepsies avec crise généralisée tonico-clonique exclusive. Donc, trois types de crises, les absences, les myoclonies, les crises généralisées tonico-cloniques sont rencontrées dans ces épilepsies généralisées idiopathiques et on n'aura pas d'autres types de crises. On n'aura pas de crise tonique, atonique, sinon ce n'est pas des épilepsies généralisées idiopathiques. Alors, jusqu'ici, donc, on a des médicaments donc, qui ont un spectre large dans la première ou la deuxième génération. On l'a dit, le valproate, la lamotrigine avec le petit bémol sur les myoclonies, le lévétiracétam, le topiramate et le zonisamide. Mais sur la troisième génération, on ne sait pas trop bien ce que ça donne. Et puis, on a des médicaments à spectre très étroit, c'est l'éthosuximide, le zarontin, qui ne marche globalement que sur les absences, hein, un tout petit peu sur les myoclonies, mais en fait, dans mon expérience personnelle, très peu. Alors,
quel médicament préférer? Toutes les études le montrent, et notamment la SANAT que vous connaissez certainement, hein, qui est une grosse étude en fait de phase 4 randomisée, contrôlée mais ouverte, donc qui n'était pas en aveugle, qui a comparé sur la SANAD 1 le valproate avec le lévétiracétam et la lamotrigine, et qui avait montré la supériorité du valproate de sodium, et sur la SANAD 2 qui a été comparée au lévétiracétam et qui là encore a montré très clairement la supériorité du valproate. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le médicament le plus efficace des épilepsies généralisées idiopathiques, c'est le valproate. Le souci, vous le savez, c'est que eh bien, ce médicament donc n'est pas autorisé pour la grossesse, et on commence également à avoir quand même un questionnement, et on y reviendra, chez l'homme en désir de conception. Donc, ça peut pas être de la première ou de la deuxième, voire même de la troisième intention. Donc, il faut choisir éventuellement d'autres médicaments. Alors, très clairement, pour les crises généralisées tonico-cloniques, on peut prescrire tous les médicaments qu'on souhaite, à l'exception de l'éthosuximide, qui n'est efficace que sur les absences. Pour tous les autres médicaments, qu'ils aient une AMM d'épilepsie focale, une AMM d'encéphalopathie épileptique ou une AMM d'épilepsie généralisée idiopathique, tous ces médicaments ont prouvé leur efficacité sur les crises généralisées tonico-cloniques, y compris les primitives des épilepsies généralisées idiopathiques, soit dans des essais de phase 3, randomisés en double aveugle, soit sur des données de vraie vie. Donc, ce n'est pas un problème. Problème, bien entendu, c'est les absences et les myoclonies, puisque on sait maintenant depuis plusieurs années que certains médicaments anti-crise peuvent notamment aggraver les absences et les myoclonies. C'est le cas des médicaments, de certains médicaments d'ancienne génération, la phénitoïne, la carbamazépine, le vigabatrin, le gabapentin, mais aussi de médicaments plus récents comme l'oxcarbazépine, la prégabaline ou l'eslicarbazépine. Globalement, donc, il y a ces médicaments qu'on sait avoir donc un spectre large qui sont en bleu. Et puis, dans les médicaments les plus récents, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut donner du lacosamide, du Vimpat à un patient qui a une épilepsie myoclonique juvénile? Est-ce qu'on peut donner du perampanel, du Ficompa? Est-ce qu'on peut donner du cannabidiol, du brivaracétam? Est-ce qu'on va être efficace sur les absences des myoclonies ou en tout cas pas aggravant? Eh bien, que nous disent les études de vie réelle, puisqu'il n'y a pas d'études de phase 3 pour l'instant dédiées? Bien, je vous rappelle que pour le lacosamide, alors je ne sais pas, mais en France actuellement, le lacosamide est très employé dans les épilepsies généralisées idiopathiques. Et pourtant, quand on regarde les études de la littérature, les résultats sont très contradictoires. On va dire que dans 2 tiers des cas à peu près, il va y avoir une amélioration de ces crises, absence myoclonie, parfois substantielle, parfois juste des patients répondeurs. Mais dans à peu près donc 1 tiers des cas, il va y avoir des aggravations très claires, notamment des myoclonies sous lacosamide et parfois également des absences. Donc ça veut dire que si vous donnez du lacosamide à un patient qui a une épilepsie généralisée idiopathique, vous avez un réel pouvoir d'aggravation. Vous pouvez être efficace, mais vous pouvez aggraver. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à savoir quel patient était amélioré et quel patient a été aggravé. Donc prudence. Concernant par contre le pérampanel, on a énormément de données de la littérature, bien sûr d'études de phase 4 en vie réelle, qui montrent que le pérampanel est un médicament à spectre large qui est efficace, en tout cas non aggravant, des absences et des myoclonies, donc on peut le prescrire sans inquiétude dans des épilepsies généralisées idiopathiques. Notamment, c'est un très bon médicament antimyoclonique et à petite dose, de 4 mg. Il ne faut pas monter les doses pour les myoclonies. Pour les absences, ce n'est pas toujours aussi évident, même si les études montrent plutôt des bons chiffres d'efficacité. Mais en tout cas, c'est un médicament antimyoclonique excellent, pardon, et un médicament qui n'aggrave pas les absences. Concernant le cannabidiol, là encore, des données très rassurantes sur les myoclonies et les absences. Vous savez qu'au départ, ce médicament a été développé dans le Lennox-Gastaut, et vous savez que dans les Lennox-Gastaut, souvent, il y a des myoclonies et des absences atypiques, et le cannabidiol marche sur ces 2 types de crises. Donc là encore, le cannabidiol, même s'il n'a pas son AMM dans les épilepsies généralisées idiopathiques,
peut être un médicament qui peut aider dans ce type d'épilepsie. Alors, concernant le cénobamate, qui, vous le savez, est un nouveau médicament qui est une indication dans les épilepsies focales, qui est à la fois GABAergique et bloqueur sodique, pour l'instant, aucun recul pour savoir s'il y a une quelconque efficacité sur les absences ou les myoclonies. L'effet bloqueur sodique fait redouter qu'éventuellement, il ne soit pas si efficace que ça sur les myoclonies. Concernant le brivaracétam, qui est le petit frère, vous le savez, du lévétiracétam, le Briviact, là encore, bizarrement, alors que c'est un médicament qui est très employé, peu de données dans l'épilepsie généralisée idiopathique, même s'il y a une étude qui vient de démarrer en double aveugle pour le tester. Mais si on extrapole sur ce qu'on sait du lévétiracétam, on peut quand même le prescrire sans aucune inquiétude. Donc si on résume, pour donc les absences et les myoclonies des épilepsies généralisées idiopathiques, vous avez en fait les médicaments à spectre large démontrés avec le petit bémol de la lamotrigine qui peut aggraver les myoclonies et du brivaracetam où ce spectre large est en extrapolation du spectre large de son petit frère, le lévétiracétam. Donc tous ces médicaments-là, en rose, peuvent être prescrits dans les épilepsies généralisées idiopathiques sans aucune inquiétude. En vert, c'est non. Ça aggrave, donc c'est des médicaments qui sont contre-indiqués. Alors l'éthosuximide n'est pas en soi contre-indiqué, mais on ne peut le donner que dans l'épilepsie absence de l'enfant, donc s'il n'y a que des absences. Et puis en bleu, ici, ben, pas de recul énorme, mais on peut penser qu'a priori, ces médicaments-là qui ont été développés dans les encéphalopathies épileptiques ne vont pas être aggravants des épilepsies généralisées idiopathiques. Et puis en orange, on va dire, en parme, médicaments pour lesquels on n'a vraiment pas de recul et donc ben, si on ne sait pas, il vaut mieux pas faire. Ensuite, on va passer donc au choix syndromique en fonction du type d'encéphalopathie épileptique. Alors, on va commencer par le syndrome de Dravet, qui, vous le savez, est une maladie sur une mutation d'un canal sodique appelé SN1A. Et vous le savez, cette mutation de SN1A qui donne un syndrome de Dravet est une mutation perte de fonction. Ça veut dire que le canal sodique, génétiquement, fonctionne moins bien et que donc, on ne peut pas, il est interdit chez ces patients-là de donner des médicaments bloqueurs des canaux sodiques, soit l'ancienne génération, carbamazépine, oxarbazépine, lamotrigine, phénitoïne, soit la nouvelle génération comme eslicarbazépine ou même cénobamate. Alors, ce qui est recommandé actuellement dans le syndrome de Dravet, en première intention, c'est le valproate de sodium. Alors, je dirais que dans le syndrome de Dravet, on n'est quand même pas dans la problématique de la grossesse, hein. Quand même des patients qui ont des retards intellectuels très importants. Donc, globalement, le valproate est vraiment une recommandation de première ligne. Et vous voyez qu'ici maintenant, la deuxième ligne, ce sont des médicaments qui sont vraiment très spécifiques au syndrome de Dravet. La fenfluramine, qui vous le savez est un médicament sérotoninergique, qui est connu pour pouvoir donner des hypertensions artérielles pulmonaires et des valvulopathies. C'est le petit frère du Mediator. C'était au départ commercialisé en France sous le nom Pondéral pour la perte de poids. Et puis, ça a été utilisé dans le Dravet. On s'est aperçu que c'était très, très efficace. Un autre médicament qui est le styripentol, qui a son indication dans le Dravet en association avec le clobazam, comme la fenfluramine. Alors, la fenfluramine, elle, ne se prescrit pas en association avec le clobazam. En troisième ligne, on retrouve le cannabidiol. Et puis ensuite, on va avoir tous les spectres larges. Topiramate, et puis pourquoi pas les lévétiracétam, brivaracétam, etc. Mais en tout cas, pas de bloqueur sodique. Pour le Lennox-Gastaut, qui est de loin beaucoup plus fréquent que le syndrome de Dravet, et qui pour lui, pour le compte, a vraiment de multiples étiologies, voire même des fois on n'en retrouve pas. La première ligne, de nouveau, c'est la même, c'est le valproate de sodium. Et si ça ne marche pas, il y a vraiment une association qu'il faut tester, toujours, toujours, toujours. C'est l'association valproate de sodium, lamotrigine. Donc là, il n'y a pas de souci pour utiliser dans les Lennox-Gastaut des bloqueurs sodiques. Si ça ne marche pas, on peut partir sur des médicaments un peu plus spécifiques du Lennox-Gastaut, par exemple rufinamide, topiramate,
felbamate, cannabidiol, hein, qui va arriver très vite également en prescription de deuxième intention. Et puis, vous le savez, il peut y avoir également des thérapies non pharmacologiques, la diète cétogène, voire quand il y a des tubaires, par exemple dans une sclérose tubéreuse de Bourneville, une chirurgie d'exérèse, la stimulation du nerf vague, ou pour des patients qui tombent trop avec des drop attacks, une callosotomie, même chez l'adulte. La fenfluramine a son indication dans les noces gasto, mais du fait de ses contre-indications cardiaques, hein, généralement est utilisée plutôt en dernière intention. Alors, dans d'autres encéphalopathies épileptiques que voici, qui sont liées à des mutations d'autres canaux sodiques, SN2A, 8A, 3A, 1B, on va regarder en fait le mécanisme pathogénique de la mutation. Si vous avez une mutation comme dans le Dravet qui est perte de fonction, l'adage est on interdit les bloqueurs sodiques et donc c'est tous les médicaments qui n'ont pas de mécanismes de blocage des canaux sodiques qui vont être recommandés. Si vous avez en fait des encéphalopathies épileptiques sur des mutations gain de fonction, GOF, eh bien au contraire, là, il faudra donner des bloqueurs sodiques, puisqu'en fait, la mutation génétique augmente l'expression du canal sodique et contribue à son expression pathogène, donc il faut en réduire l'expression, et dans ces cas-là, il faut donner des bloqueurs sodiques. Et donc vous voyez qu'ici, déjà, un premier aperçu que connaître l'étiologie et surtout connaître le mécanisme pathologique, pathogénique fonctionnel derrière l'étiologie peut conduire à indiquer ou contre-indiquer certaines classes de molécules antiépileptiques, anticrises, suivant leur mécanisme d'action. Un petit mot également des mitochondriopathies. Alors, dans les mitochondriopathies, bien entendu, il va falloir donner des médicaments à spectre large, antimyocloniques. Ce qui est recommandé ici, c'est le lévétiracétam ou, et moi je mettrais quand même un petit bémol sur de la lamotrigine en première ligne. Moi, c'est pas ce que je fais dans des mitochondriopathies qui généralement donnent quand même plutôt des tableaux d'épilepsie myoclonique progressive, mais la lamotrigine peut être autorisée à petite dose. Attention, le valproate de sodium n'est pas contre-indiqué dans les mitochondriopathies, sauf dans une forme de mitochondriopathie qu'on appelle le POLG. Et là, vraiment, vous pouvez vraiment avoir une très très forte dégradation de vos patients. Faites attention aussi, si vous avez un patient qui a une mitochondriopathie et déjà une atteinte hépatique, le valproate de sodium peut vraiment très très gravement décompenser les choses. Ensuite, on partira en deuxième ligne sur des médicaments à effet antimyoclonique, donc les benzodiazépines, le pérampanel à petite dose, le topiramate, le zonisamide, le brivaracétam. Vous voyez ici que le lacasamide apparaît alors que je vous ai déjà montré qu'il pouvait aggraver les myoclonies, donc prudence, prudence, prudence. Alors, maintenant, dernier type d'épilepsie, les épilepsies focales. Les épilepsies focales, c'est fréquent, hein, c'est 70% des épilepsies. Comment choisir? Alors, si on repart sur les études SANAD qui avaient, dans un premier temps, comparé lamotrigine, carbamazépine, topiramate et gabapentine, on voit qu'en termes de rétention, c'était la lamotrigine qui était la plus intéressante. Et quand on compare sur SANAD 2 au lévétiracétam et zonisamide, ça reste toujours la lamotrigine. Alors, quand on regarde un petit peu dans le détail les données, c'est pas tant que la lamotrigine soit beaucoup plus efficace, par exemple, que la carbamazépine, elle ne l'est pas, mais ici, c'est de la rétention qui vous est montrée. Or, la rétention, c'est un mix d'efficacité et de tolérance. Et très clairement, la lamotrigine, c'est un des médicaments le mieux toléré, hein. Et donc, ben, pour qu'un médicament soit gardé par un patient, il faut quand même qu'il soit efficace, mais surtout qu'il soit bien toléré. Alors, on peut aussi regarder en fait les études qui ont comparé en face à face les médicaments anticrise pour obtenir une AMM de première intention. Et vous voyez que dans toutes ces études, le comparateur a toujours été le même, la carbamazépine dans sa forme à libération prolongée. À libération prolongée parce que c'est la forme qui est la mieux tolérée par rapport à la formulation simple. Et vous voyez que, eh bien, aucun des médicaments que je vous présente ici qui a testé ce face-à-face, que ce soit donc le lévétiracétam, le zonisamide, la lacosamide ou l'eslicarbazépine, le Zebinix, n'a fait preuve de plus d'efficacité que la carbamazépine.
Donc, globalement, ces médicaments-là, ils vont apporter quelque chose, mais ils vont surtout apporter quelque chose en termes peut-être de profils différents, de tolérances différentes, mais pas forcément de façon évidente en termes d'efficacité, quoique pour un patient donné, tant qu'on n'a pas testé les molécules, si on est dans la bonne indication, bien entendu, on ne peut pas savoir si un patient qui était en échec à la carbamazépine ne va pas répondre au levétiracétam, bien entendu. Alors, autre façon de comparer un petit peu les molécules, c'est de faire en fait une étude, une méta-analyse de toutes les revues de la littérature, hein. C'est la Cochrane, hein, et la dernière Cochrane qui a regardé ça, elle est parue en 2022 et elle a comparé dans l'épilepsie focale, en première intention, en monothérapie, 12 médicaments anti-crise que voici, hein. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de médicaments d'ancienne mais aussi nouvelle génération. Il manque, c'est 2022, le cénobamat. Et globalement, bien en fait, ils disent que ils sont à peu près tous également efficaces, hein. Eux, ils recommandent plutôt en première ligne pour les crises focales la carbamazépine, la lamotrigine et le levétiracétam. Mais globalement, ils disent que ça se vaut un peu et que donc il faudra peut-être plutôt aller regarder en fait sur d'autres critères de choix que l'efficacité pour décider de quel traitement on va donner à un patient qui souffre d'épilepsie focale. Alors très clairement, le deuxième critère de choix, c'est la tolérance, c'est une évidence, hein. Et la tolérance, donc, va être très importante parce que quand on donne un médicament, on ne le donne pas pour 6 mois, on le donne au moins pour 2 ans, voire beaucoup plus, et donc il faut qu'il soit bien toléré. Alors le souci, c'est que souvent, les données de tolérance sont inversement proportionnelles à celles d'efficacité. En d'autres termes, et pour être plus clair, les médicaments les mieux tolérés ne sont pas forcément les plus efficaces et vice-versa. Alors, quand on regarde la tolérance, il y a des effets qui sont communs à tous les médicaments anti-crise qu'on appelle les effets système nerveux central. C'est-à-dire que globalement, quel que soit le médicament que vous regardez, quand vous l'introduisez, et surtout si vous l'introduisez trop vite et à trop forte dose, les patients vont être fatigués, somnolents, vertigineux, instables, nauséeux et avoir mal à la tête. Mais avec le temps, dans la plupart du temps, des cas, en fait, ces effets vont s'estomper. Alors, ces effets, ils vont varier, bien entendu, suivant les médicaments. Ils sont plus ou moins importants. Vous voyez, par exemple, qu'il y a des médicaments comme la lamotrigine, où globalement, il n'y a pas trop ces effets-là. Et puis, il y a des médicaments qui vont être très pourvoyeurs de ces effets. Mais dans tous les cas, si vous faites une titration très lente, c'est-à-dire une montée lente de dose et que vous visez une dose minimale efficace, c'est-à-dire pas une forte dose, généralement, vous allez vraiment réduire ces effets système nerveux central. Tous les autres effets, je ne vais pas vous les décrire parce qu'en fait, ils sont très nombreux et surtout, ils sont spécifiques à chaque médicament. Il y a des médicaments qui vont donner des lithases rénales, topiramate, zonisamide. Il y en a qui vont donner des problèmes hépatiques, par exemple le valproate, la carbamazépine, la phénitoïne, ou plus proche de nous, le cannabidiol. Il y en a, et on y reviendra, qui sont tératogènes. Il y en a qui peuvent donner des allergies cutanées. Et donc, je pense qu'il faut vraiment que vous connaissiez en fait les effets secondaires graves pour chaque médicament et que vous en informiez votre patient de façon à ce qu'il puisse revenir vers vous et vous dire attention, j'ai des boutons, attention, j'ai une angine fébrile, attention, j'ai eu très mal dans ma fosse lombaire. Faites attention aussi à signaler certains effets secondaires qui pourraient passer inaperçus aux yeux des patients. Une perte de poids, une prise de poids, une irritabilité. Parce que ils peuvent être liés aux médicaments anti-crise et il faudra à ce moment-là savoir que peut-être on ne pourra pas augmenter les doses, voire même il faudra changer de médicament. La difficulté, c'est que il est très compliqué de comparer les médicaments anti-crise entre eux en termes de tolérance. Vous voyez ici une étude qui a regardé en fait la probabilité en fait d'avoir des effets secondaires en fonction des médicaments. Donc le placebo, on peut avoir des effets secondaires, mais quand même pas beaucoup. Et puis quand on regarde un petit peu les médicaments, bah, là vous voyez que bah, des médicaments, par exemple comme le pérampanel, apparaissent en fait assez proches du placebo, alors qu'on sait que parfois, hein, c'est pas toujours évident.
Donc, je pense qu'il faut vraiment rester sur son expérience clinique, sur ce qu'on sait de son patient et pas trop se fier aux études de la littérature, en tout cas concernant la tolérance globale. Alors, il y a vraiment un autre critère de choix, mais qui va être primordial, surtout pour la nouvelle génération, la deuxième et la troisième génération de médicaments anti-crise, c'est l'existence ou pas d'une comorbidité psychiatrique chez votre patient. Les comorbidités psychiatriques, vous le savez, elles sont très fréquentes. On estime à peu près que 25% des patients sont déprimés, 40% sont anxieux. On a plus de psychose, on a plus de troubles d'attention et d'hyperactivité chez l'enfant. Donc faites très attention si vous avez déjà un patient anxieux ou déprimé ou qui a des antécédents familiaux d'anxiété, de dépression et que vous lui donnez un médicament qui est connu pour être pourvoyeur d'effets secondaires psychiatriques, vous risquez vraiment de très très gravement le décompenser. Et donc, ce qu'il faut que vous connaissiez, bah, c'est les effets psychiatriques des médicaments, les effets négatifs, les effets positifs. Alors, quand on regarde ici donc les effets négatifs des médicaments anti-crise, vous voyez qu'on est essentiellement sur ces médicaments-là, le topiramate, qui est pourvoyeur de dépression, d'anxiété, d'irritabilité, d'agressivité, voire de décompensation psychotique, le zonisamide, à peu près même profil. Moi, dans mon expérience, c'est surtout la dépression avec le zonisamide. Jamais eu de décompensation psychotique ou vraiment d'agressivité avec le zonisamide. Le lévétiracétam, hein, très très pourvoyeur de complications psychiatriques, notamment d'irritabilité, d'agressivité et de dépression. Le brivaracétam, qui est son petit frère et qui n'est pas cité ici dans ce tableau, est peut-être pourvoyeur d'un peu moins d'effets secondaires psychiatriques. C'est pour ça qu'actuellement, on a plutôt tendance à prescrire du brivaracétam plutôt que du lévétiracétam, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'effets secondaires psychiatriques avec le brivaracétam, donc prudence. Le pérantéamnel, il peut donner des dépressions, ça peut aller jusqu'aux tentatives de suicide, de l'irritabilité, de l'agressivité. Et puis, bah, des médicaments où on sait de longue date, hein, comme par exemple le phénobarbital, qu'on peut avoir des soucis psychiatriques. Concernant la lamotrigine, qui a plutôt un profil intéressant, il faut juste savoir que parfois, ça peut un peu augmenter l'anxiété. Alors, à l'inverse, bien entendu, vous allez avoir des médicaments anti-crise qui vont avoir un effet normothymique, un effet très intéressant, stabilisateur de l'humeur, et donc, du coup, qui seront plutôt à prescrire chez des patients qui ont des antécédents psychiatriques. La lamotrigine, notamment chez des patients déprimés ou avec des fluctuations de l'humeur. La carbamazépine, hein, qui a un très bon normothymique. Le valproate de sodium aussi, hein, vous le savez, qui est très prescrit chez les patients avec donc des troubles bipolaires. Donc voilà. Alors, la prégabaline, le Lyrica, lui, vous le savez peut-être aussi, a une AMM également dans l'anxiété généralisée. Donc, chez des patients très anxieux qui souffrent d'épilepsie focale, hein, puisque le Lyrica a un spectre d'action qui est juste sur l'épilepsie focale, avec ou sans généralisation. Bah, ces patients très anxieux peuvent également avoir un effet très positif en cas de prescription de prégabaline. Les comorbidités cognitives sont également à prendre en compte. Vous le savez, elles sont fréquentes dans l'épilepsie, elles sont multifactorielles. C'est lié bien sûr à la fréquence des crises, c'est lié éventuellement à la fréquence des anomalies intercritiques, aux effets des médicaments, on va y revenir, à des facteurs psychosociaux, hein, à des troubles du sommeil, aux comorbidités psychiatriques. Un patient déprimé, on le sait, a des troubles d'attention, des fonctions exécutives, ça a été montré, et puis à la localisation d'une lésion éventuelle qui donne de l'épilepsie. Par exemple, un patient avec une sclérose hippocampique, bah, il a des troubles de mémoire épisodiques. Mais les médicaments anti-crise vont jouer un rôle et on sait notamment que ce qui va compter, c'est le nombre de médicaments qui sont pris. Plus vous avez de médicaments et plus vous êtes à risque d'avoir des effets cognitifs et puis également de certains médicaments anti-crise. Et ça, c'est une étude qu'on avait faite dans le service qui montrait que globalement, les médicaments les plus délétères pour la cognition, c'est le topiramate et le valproate de sodium. Et puis certains médicaments peuvent avoir un effet négatif, mais sur des domaines cognitifs très restreints, par exemple la carbamazépine sur la mémoire épisodique verbale, le zonisamide sur le langage, hein. Et puis, il y a beaucoup de médicaments de nouvelle génération qui ne semblent pas avoir d'effets secondaires cognitifs et donc qui peuvent être à privilégier, notamment chez des patients jeunes ou au contraire très âgés.
Donc, si on résume un petit peu, les comorbidités eh bien, vont éventuellement guider, bien entendu, en étant dans le strict euh, réserve du bon syndrome épileptique et de la tolérance, le choix du médicament. Si vous avez une migraine des fois et que vous n'êtes pas chez une femme en âge de procréer, alors ce qui n'est pas toujours bien sûr hein, le terrain de la migraine, le topiramate à petite dose peut être intéressant, la lamotrigine, le valproate. Pour les douleurs neuropathiques, la prégabaline, la gabapentine, l'insomnie, prégabaline, pérampanel marche très bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on donne le pérampanel au coucher. Comorbidité psychiatrique, on l'a dit, l'anxiété, la prégabaline, normothymique, valproate, carbamazépine, oxarbazépine, eslicarbazépine, lamotrigine. Les autres, attention parfois, perte de poids. Donc, si vous voulez faire maigrir quelqu'un, vous donnez du topiramate ou du zonisamide. Si vous voulez faire grossir quelqu'un, vous donnez valproate, gabapentine ou prégabaline. Attention, si à l'inverse, vous avez un patient qui est déjà en surpoids, vous ne donnez pas valproate, gabapentine, prégabaline, ou un patient très maigre, vous ne donnez pas topiramate ou zonisamide. Autre population spécifique, bien entendu, c'est la femme en désir de grossesse. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on a essentiellement deux médicaments très recommandés pour la grossesse, la motrigine, levétiracétam, et on peut adjoindre l'oxcarbazépine, le trileptal, qui dans plus en plus, dans plus en plus de registres, montre que globalement, il n'y a pas de risque ni tératogène, ni bien entendu neurodéveloppemental. Ça implique bien entendu aussi une femme jeune de maîtriser la contraception. Si vous ne savez pas si le médicament que vous donnez est inducteur enzymatique ou pas, une seule contraception, le stérilet, le dispositif intra-utérin ou les méthodes barrières. Si vous avez un inducteur enzymatique, n'oubliez pas que toutes les contraceptions hormonales, qu'elles soient péros, toutes les pilules, ostroprogestatives, microprogestatives, macroprogestatives, vont voir leur efficacité réduite par les inducteurs enzymatiques, les contraceptions hormonales ou les implants progestatifs. Non. Donc, attention à ça, parce que la maîtrise de la contraception, c'est quand même quelque chose de très important pour une femme jeune. Et donc, le dispositif intra-utérin est la méthode de contraception numéro un chez la femme épileptique, recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Attention aussi aux hommes avec désir de paternité, puisque vous savez qu'actuellement, il y a un questionnement pour les hommes sur le fait de prendre du valproate de sodium au moment de la conception. Vous avez peut-être entendu parler de l'étude qui avait été commandée par l'Agence européenne du médicament à Sanofi sur les cohortes d'Europe du Nord et qui avait montré un risque neurodéveloppemental accru chez les pères qui étaient sous valproate de sodium au moment de la conception versus des hommes sous l'amictal ou Keppra, lamotrigine, levétiracétam. Par contre, il n'y avait pas de surrisque tératogène de malformation. Mais cette étude avait été beaucoup remise en question parce que biaisée, les enfants du groupe valproate étaient suivis plus longtemps et puis on ne savait pas pourquoi du valproate était donné chez les hommes pour raisons épileptiques ou psychiatriques. Du coup, il y avait une autre étude sur la cohorte, cette fois-ci danoise, qui était sortie, qui s'était affranchie de tous les biais et qui n'avait pas retrouvé de risque neurodéveloppemental ou autistique. Mais je vous présente une dernière étude qui vient de sortir en France sur les données en fait des bases de données de la sécurité sociale française qu'on appelle le CNDS, où en fait ils ont regardé en fait presque 3 millions d'enfants nés entre 2010 et 2015. Donc 4773 étaient nés d'un père traité soit par valproate pendant la spermatogénèse, soit par lamotrigine 3115 ou les vétiracétam. Et ce qui a été retrouvé dans cette étude, c'est que les enfants nés d'un père qui était traité au moment de la spermatogénèse par valproate avaient à peu près un risque neurodéveloppemental x2 par rapport aux enfants nés de pères traités par les vétiracétam ou lamotrigine. Donc à suivre, mais quand même un warning. Dernière population spécifique, les sujets âgés. Hein. Euh, Vous le savez, et ce n'est pas l'objet du topéo d'aujourd'hui, mais chez les sujets âgés, on tend à traiter très vite dès la première crise, parce que plus de risques de récidive, plus d'état de mal, plus de conséquences délétères. Et donc, il y a très peu d'études de phase 3, mais toutes disent que globalement, il faut privilégier les médicaments bien tolérés, en premier lieu la motrigine, voire la cosiémide. Hein. La plupart du temps, les épilepsies du sujet âgé, hein, c'est des crises focales, hein, donc il n'y aura pas le problème du syndrome.
Alors, très vite, l'étiologie, bien entendu, quand on la connaît, peut être également un facteur et un critère de choix suivant l'épilepsie du patient. Vous allez avoir des traitements modificateurs de la maladie. Je vous prends l'exemple de la sclérose tubéreuse de Bourneville, qui est liée, donc autosomique dominante, qui est liée à une mutation génétique sur une voie qu'on appelle la voie mTOR, qui est une voie de croissance cellulaire. Et on a un médicament, l'éverolimus, qui bloque donc l'effet des mutations génétiques de la sclérose tubéreuse de Bourneville, qui bloque donc les proliférations de tumeurs bénignes, mais qui a également été démontré comme pouvant être efficace dans l'épilepsie de ces patients. On a également, par exemple, vous le savez, des déficits en gluten, qui est le transporteur du glucose, qu'on appelle la maladie de Vivo, qui donne de l'épilepsie, des absences très très tôt, des mouvements anormaux, un déficit intellectuel. Et comme il n'y a pas en fait possibilité finalement de transporter le glucose pour le mettre dans le cycle de Krebs, l'idée c'est de ne plus apporter de glucose et traiter ces patients par des régimes cétogènes, c'est-à-dire les mettre en cétose, 90% de lipides, et ça marche très bien. Ça implique bien entendu que la maladie soit diagnostiquée très tôt et quasiment donc dès la période néonatale. On a d'autres exemples, ici une mutation donc sur un canal potassique. On a un agoniste partiel, alors qui ça marche moyennement, hein, la quinidine dans les épilepsies focales migrantes du nourrisson, mais ça a été essayé. Une autre maladie très rare responsable d'une encéphalopathie épileptique sur une mutation d'un gène codant pour la sous-unité NMDA. Ben, on a un médicament qui avait été testé dans l'Alzheimer qui ne marche pas, la mémantine, mais qui est un antagoniste NMDA. Et il y a des études en cours pour savoir si ça pourrait marcher sur ces encéphalopathies avec mutation green. Mais bien entendu, ce qui arrive, c'est les thérapies géniques qui vont être une révolution. La thérapie génique, c'est l'introduction d'un matériel génétique dans des cellules pour soigner une maladie. Au départ, ça a été conçu pour suppléer un gène défectueux, bien sûr, dans une maladie monogénique, c'est-à-dire liée à la dysfonctionnement d'un seul gène. Le problème, c'est que beaucoup de maladies épileptiques sont polygéniques, mais on est quand même en train d'en démembrer de plus en plus de monogéniques, avec à ce moment-là différentes stratégies. Suppléer le gène défectueux, donc on apporte dans l'organisme la copie fonctionnelle du même gène dans une cellule cible pour qu'elle s'y exprime et aboutisse à la production de la protéine qui fait défaut. Soit éliminer ou repérer le gène défectueux, c'est ce qu'on appelle l'édition génomique. Et maintenant, avec les nouveaux outils type Casper, ben, c'est possible. Ou alors modifier l'ARN pour obtenir une protéine fonctionnelle. Et si toute la recherche sur l'ARN, on a vécu un bouleversement avec les vaccins ARN au moment du Covid. Et actuellement, il y a une grosse recherche là-dessus. Et puis, dernière possibilité, c'est produire des cellules thérapeutiques par thérapie génique. C'est les carticelles que vous connaissez dans les lymphomes, mais qui arrivent dans d'autres maladies neurologiques, la sclérose en plaques, ou pourquoi pas des encéphalites auto-immunes, etc. Alors actuellement, bien entendu, c'est sur les canalopathies sodiques que porte le plus la thérapie génique, soit avec des antisens, des azos, soit avec des remplacements génétiques. Ça implique quand même de faire très très vite et très très tôt le diagnostic de l'anomalie génétique qui est en cause et qui est responsable de l'épilepsie. Parce que si vous allez faire une thérapie génique chez un patient qui a un syndrome de Dravet et qui a 30 ans, on peut penser que quand même, globalement, vous n'allez pas modifier grand-chose. Donc c'est vraiment quand l'épilepsie est très active, au moment où le cerveau est en train de se développer, que ce type de thérapie génique vont être intéressantes. On peut également, et ça arrive, hein, avoir des thérapies enzymatiques de remplacement. Et par exemple, vous savez que c'est la révolution dans la séroïde d'hypofuscino de type 2, qui est une maladie génétique avec une mutation d'un gène qui code pour une enzyme lysosomale. Et on a une thérapie enzymatique de remplacement qui, si elle est donnée très tôt, évite que les nourrissons ne décèdent et peut donc vraiment être un game changer. Et puis, dernier exemple, c'est l'immunomodulation dans les crises d'épilepsie liées aux encéphalites auto-immunes, où on sait que quand vous avez une encéphalite anti-NMDA, LG1, peu importe, anti-GAD, ce que vous voulez, si vous ne traitez pas l'encéphalite, vous pouvez toujours donner tous les médicaments anti-crise de la Terre, votre patient continuera à faire des crises. Dernière diapo, avant qu'éventuellement donc on passe aux questions si vous en avez. C'est le traitement chirurgical
personnalisé de l'épilepsie de l'adulte avec 3 volets, la chirurgie classique, la neuromodulation et les thérapeutiques alternatives à la chirurgie classique. Ça veut dire que là, maintenant, on a maintenant des traitements chirurgicaux personnalisés à proposer aux patients. Alors, chirurgie classique, je ne vais pas en parler beaucoup. C'est un traitement personnalisé dans les épilepsies focales pharmacorésistantes en zone non fonctionnelle idéalement. Et vous le savez, la localisation finalement de la zone épileptique a été grandement améliorée ces dernières années par l'imagerie multimodalitaire, mais il peut encore arriver qu'on ait besoin de faire des stéréoélectroencéphalographies, de mettre des électrodes intracérébrales pour déterminer le foyer. Ces dernières années, ce qui a beaucoup changé, c'est la neuromodulation, avec 3 grands types de neuromodulation. La stimulation du nerf vague, qui est une stimulation beaucoup ouverte. On met ici une électrode à gauche sur le nerf vague, qui va rétroprojeter sur le tronc cérébral, le locus coeruleus, et puis ensuite sur le cortex. Et puis, on envoie de la stimulation sur ce nerf vague par un petit dispositif, un petit pacemaker, qui est placé sous la selle et qu'on pilote avec un ordinateur. Deuxième possibilité, c'est la RNS, c'est ce qu'on appelle la neurostimulation en boucle fermée. On met une première électrode de détection au niveau donc, du cerveau et une deuxième intra dans le foyer épileptique. Et quand l'électrode de détection capte une crise, ça envoie directement une décharge dans le foyer épileptique pour bloquer la crise. C'est très répandu aux États-Unis avec des bons résultats. Ça n'est pas disponible en France à l'heure actuelle. Je ne sais pas très bien ce qu'il en est en fait chez vous. Et puis, dernière possibilité, c'est la stimulation cérébrale profonde. Les cibles, c'est essentiellement dans le thalamus, le noyau antérieur, un peu le pulvinar, avec là encore plutôt des bons résultats. Quand on compare un petit peu, on voit que quand même, hein, c'est la stimulation profonde, qu'elle soit en boucle fermée ou en stimulation ouverte, qui donne les meilleurs résultats. Mais on voit qu'avec la stimulation du nerf vague, il ne faut pas désespérer. Il faut du temps pour que ça marche et au fil du temps, on rejoint quand même les stimulations les plus invasives. Très clairement, la révolution qui arrive dans les années qui viennent, c'est les techniques alternatives à la chirurgie classique. On a tous des patients soit qui ont des lésions type hétérotopie, périventriculaire, amartomie hypothalamique, qui ne sont pas accessibles à une chirurgie classique, mais dont on sait quels sont le point de départ des crises, ou alors des patients qui vous disent, moi, jamais on va m'ouvrir le cerveau, jamais on me fera un volet, jamais on m'enlèvera un bout de cerveau. Et dans ces cas-là, il faut pouvoir leur dire qu'il y a des alternatives. Ces alternatives, elles sont au nombre de 4. Vous avez en fait ce qu'on appelle la thermocoagulation. Alors, la thermocoagulation ou thermoablation par radiofréquence, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Globalement, c'est des patients qui ont une implantation intracérébrale et chez qui on délimite le foyer. Et avant d'enlever en fait l'électrode qui a permis d'enregistrer les crises, on coagule sur le plot d'électrode le petit bout de cerveau dont on pense qu'il est à l'origine des crises. Ça donne souvent en fait un effet temporaire et puis souvent ça repart parce que la coagulation concerne un trop faible volume cérébral. Deuxième possibilité, c'est la radiochirurgie stéréotaxique. Donc, on fait en fait un rayonnement de haute énergie sur la cible, c'est le gamma knife. Alors, ça marche avec retardement parce que dans un premier temps, on a en fait une radionécrose avec un gros œdème et puis au bout de 9 mois, ça peut marcher. Mais ça nécessite bien sûr pas de craniotomie. Et puis, ce qui est une révolution actuellement, c'est la thermoablation par laser, le LIT, la lithothérapie interstitielle thérapeutique guidée par IRM. Donc, on met une électrode, une sonde, laser, et sous couvert en fait de l'IRM, donc d'une séquence sensible à la température, on chauffe et on détruit en fait le cerveau autour de la sonde. On peut mettre plusieurs sondes, bien sûr. Et puis, ce qui arrive, c'est les ultrasons focaux à haute intensité. Donc là, on fait en fait des ultrasons, mais comme le gamma knife, hein, très, très focalisé. Et ça marche très bien. Là encore, en fait, c'est parce que ça chauffe, hein, ça détruit en chauffant. La seule chose, c'est qu'il faut que la boîte crânienne du patient laisse passer les ultrasons. Donc, toutes les boîtes crâniennes ne sont pas accessibles à la sonication. Il y a parfois une densité osseuse très, très forte qui fait que ça ne marchera pas.
Donc, conclusion pour terminer donc, cet exposé, le traitement personnalisé de l'adulte, il peut être médical. Le choix est fonction du patient, fonction de son étiologie. Il peut être chirurgical et on a de plus en plus de techniques à disposition. Et puis peut-être qu'à l'avenir, ce traitement personnalisé, il sera préventif. Dans des circonstances qu'on sait être très pourvoyeuses d'épilepsie, traumatisme crânien avec contusion, hémorragie cérébrale, etc., on aura peut-être des médicaments anti-épileptogénèse qui permettront de personnaliser encore plus le traitement en empêchant la survenue de l'épilepsie. Voilà, je vous remercie et je suis ouverte à vos questions éventuelles si vous en avez. Merci, professeur Sophie Dupont, pour cet exposé très précis, exhaustif. Et vraiment, je dirais, tout doit être retenu. Franchement, c'est un manuel pratique, comment traiter un petit peu les épilepsies. Alors, nous allons voir un petit peu les premières questions. Alors, la première question, est-ce qu'une dose faible de l'antiépileptique qui contrôle les crises ne nous oblige pas d'aller à la dose plus élevée? Non, si en fait vous arrivez, alors je dis n'importe quoi, hein, si vous contrôlez une épilepsie avec 500 mg de valproate de sodium, 100 mg de lamotrigine et qu'il n'y a plus de crise, non seulement il ne faut pas aller sur une dose, enfin il faut pas aller sur une dose plus élevée, hein. C'est-à-dire qu'il faut vous arrêter en fait à la première dose, la dose minimale efficace, et si elle contrôle les crises, on ne monte pas. Et j'ai envie de vous dire même, il peut arriver que parfois sur une montée, par exemple pour le brivaracétam, moi des fois ça marche à 25 mg matin et soir et je vais pas à 50 matin et soir. Des fois, il m'arrive de tenir des épilepsies avec 250 mg de valproate de sodium, et ben, je ne vais pas à 500. Si bien sûr il y a récidive de crise, il faut monter là, hein, c'est évident. Alors, deuxième question, dans les crises focales entre la lamotrigine et la carbamazépine, quelle est la molécule de choix en première intention? Je pense que c'est la lamotrigine. Alors, bien sûr, la réserve, c'est qu'il faut l'introduire quand même lentement. Vous savez qu'il y a un risque immunoallergique, hein, d'allergie cutanée qui peut être grave. Mais la lamotrigine va convenir à tout le monde. La carbamazépine, le souci, c'est la femme essentiellement, parce que c'est un médicament inducteur enzymatique et très inducteur enzymatique. Donc même s'il est très efficace, il empêche une contraception orale, c'est quand même embêtant. Et puis, dans nos données actuelles, on est un peu embêté sur la grossesse quand même avec la carbamazépine. Donc on préfère une grossesse sous lamotrigine. Donc, si c'est une femme, très clairement, il faut privilégier la motrigine. Et j'ai envie de vous dire, si c'est un homme aussi, pourquoi? Tout simplement parce que c'est mieux toléré la lamotrigine. Donc, il vaut mieux en fait commencer toujours avec des traitements dont on sait qu'ils sont bien tolérés, quitte si on voit qu'ils ne sont pas assez efficaces, à passer sur une deuxième ligne connue pour être plus efficace. Et donc, commencer avec de la lamotrigine, et puis si ça ne marche pas, vous faites ce que vous voulez, lévétiracétam ou carbamazépine ou moi, plutôt que carbamazépine, je donne beaucoup de deslicarbazépine qui est le petit frère, mais que je trouve mieux toléré. D'accord? Donc, en attendant d'autres questions, moi, je voudrais avoir votre avis dans notre pratique, enfin, en Afrique du Nord. Enfin, moi, je parle du Maroc, et ça doit être valable aussi pour les autres pays. On a donc vu le taux de consanguinité. Nous avons énormément d'épilepsie généralisée idiopathique, notamment l'épilepsie myoclonique juvénile. Alors, il suffit que myoclonie soit parcellaire et que le G soit focal, et là, dans un tiers des cas, les anomalies sont focales, pour que le patient soit mis sous carbamazépine. Et puis, il s'aggrave. Alors, non seulement il s'aggrave, mais le syndrome se modifie et il vient pour bilan de chirurgical. Est-ce que en France, vous voyez la même chose Oui. ou... Alors, on en voit moins maintenant, mais vous avez totalement raison, c'est-à-dire que la carbamazépine a vraiment un pouvoir en fait d'aggraver. Alors, le souci en fait, c'est que dans l'épilepsie myoclonique juvénile, très clairement, le maître symptôme, c'est la myoclonie. Mais il y a aussi pas mal de crises généralisées tonico-cloniques. Alors, la carbamazépine va être très efficace sur les crises généralisées tonico-cloniques. Donc, les patients, des fois, ils sont contents, mais ils continuent à avoir beaucoup de myoclonie.
et puis ils vont commencer à se dégrader, ils vont aller moins bien. Donc dans ces cas-là, bien entendu, il faut enlever la carbamazépine. Le seul petit bémol que je mettrais moi dans mon expérience, c'est que si vous avez un patient qui a eu en fait, qui a une épilepsie myoclonique juvénile, qui a reçu à l'âge de 16 ans de la carbamazépine et que vous le voyez à 50 ans, je peux vous jurer que c'est très compliqué de lui enlever la carbamazépine. Parce que si c'est pas trop aggravé, si ça a été à peu près correct, des fois ça fait revenir les crises généralisées tonico-cloniques. Mais sinon, si vous avez un patient jeune qui s'aggrave après que vous lui ayez mis un traitement par carbamazépine, vous avez totalement raison. Première question, c'est de vous demander si c'est bien une épilepsie focale. Et vous avez raison de redire que dans l'épilepsie myoclonique juvénile, on peut tout à fait avoir des anomalies frontales, hein, bifrontales sur le EEG, et que contrairement à une épilepsie absence, où on a des décharges à 3 Hz et c'est pathognomonique, dans les épilepsies myocloniques juvéniles, dans 2 tiers des cas, on aura des décharges de polypointantes diffuses et dans 1 tiers des cas, on aura des anomalies focales. Et c'est pas ça qui, c'est le type de crise hein, qui fait le syndrome et pas que le EEG. Et surtout pas le EEG dans ce cas-là. D'accord. Alors, on vient d'avoir une série de questions. Alors, d'après votre expérience, est-ce que vous avez vu troubles menstruels ou carrément aménorrhées comme en post-lamotrigine chez les femmes épileptiques? Alors en post-lamotrigine, non. C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup avec le valproate, notamment parce que ça donnait un syndrome des ovaires polykystiques, des problèmes de ce type-là. Avec l'amotrigine, dans mon expérience, et pourtant j'en prescris beaucoup, hein, j'ai jamais eu de problème d'aménorrhée, non. Peut-être quand même Alors, lui faire une pardon. échographie, mais voilà. Ouais. Alors, quelles sont les indications de HEFU en épilepsie? Qu'en est-il des épilepsies réfractaires? Alors, pour l'instant, ça reste quand même, il faut le dire, pas très accessible, hein. Il n'y a pas beaucoup de centres pour l'instant dans le monde qui sont équipés avec les ultrasons focalisés. Nous, on démarre, vous voyez, avec un protocole de recherche, hein. Donc, mais très clairement, les indications vont être les mêmes que celles du LIT, c'est-à-dire en fait des lésions qui ne sont pas accessibles à la chirurgie classique et qui sont responsables d'une épilepsie focale pharmacorésistante. Donc globalement, ça va être soit des hétérotopies périventriculaires, soit des amartomes hypothalamiques, soit des lésions en zone fonctionnelle, par exemple une dysplasie insulaire. On n'aime pas trop y aller en chirurgie classique, ça peut être de la lite ou des ultrasons, quoi. Quelle est la place du suivi thérapeutique et pharmacologique, en l'occurrence le dosage des molécules antiépileptiques, dans l'efficacité du traitement? C'est une excellente question. Eh bien, la place est nulle. On ne suit pas en fait un traitement antiépileptique avec le dosage des médicaments anti-crise, sauf pour la phénitoïne qui n'a pas une cinétique linéaire. Ça veut dire que dès que vous augmentez, vous pouvez avoir un surdosage. Sinon, euh, quand est-ce qu'il faut demander des dosages de médicaments? Soit parce que vous pensez qu'il n'y a pas d'observance et donc vous voulez vérifier qu'il y a des médicaments dans le sang, soit parce que la femme est enceinte. Alors là, il faut doser, 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 parce que au fur et à mesure de la grossesse, les taux plasmatiques vont vertigineusement diminuer. Mais sinon, méfiance, pourquoi? Parce que vous pouvez très bien avoir des patients qui sont parfaitement, on vient de le dire, équilibrés avec des toutes petites doses. Et donc, si c'est des toutes petites doses, quand vous allez doser, ce sera infrathérapeutique, hein. Vous serez en dessous des normales. Et pour autant, il ne faut pas monter, puisque voilà. Et du coup, le patient, il ne va pas être rassuré de voir qu'il a un dosage infrathérapeutique. Donc, il ne faut pas le demander. Si tout va bien, il ne faut rien faire. Le dosage de médicaments n'a pas sa place dans le suivi d'une épilepsie quand ça va bien. Il faut le demander si vous pensez que les médicaments ne sont pas pris, si c'est une femme enceinte, si c'est de la phénitoïne ou s'il y a des signes de surdosage. Auquel cas, là, bien entendu, il faut aller doser les médicaments pour essayer de comprendre. Avez-vous vu des cas d'intoxication au lamotrigine? Elle a été introduite trop rapidement et la personne a présenté un tracé suppression burst. Est-ce que c'est connu et décrit? Alors, suppression burst, non, mais encéphalopathie, oui. Et je peux vous dire en fait que ça, moi, j'en ai eu avec tous les médicaments anti-crise. C'est-à-dire que dès qu'un médicament anti-crise est introduit trop brutalement, ça peut donner une encéphalopathie. Alors, certains plus que d'autres, hein, le valproate plus que la lamotrigine. De toute façon, la lamotrigine, je rappelle qu'il ne faut pas l'introduire vite
parce que vous avez quand même un risque de l'aïeul qui est quand même très très important, hein. C'est quasiment médico-légal, hein. On ne peut pas, on ne doit pas introduire brutalement de la motrigine. Si vous voulez introduire très rapidement un médicament anti-crise chez un patient parce qu'il faut beaucoup de crises, vous laissez tomber la lamotrigine, c'est pas le bon choix. C'est pas un médicament qu'on peut introduire vite. Mais alors, j'ai jamais eu de suppression burst. Mais par contre, j'ai eu des encéphalopathies. Mais j'en ai eu avec tous, hein. Il n'y a pas un médicament qui en est exempt, hein. Mais la lamotrigine, jamais rapide, hein. Alors, pour une épilepsie d'origine génétique due à une duplication 15q11-13, quel médicament vous pouvez conseiller? Alors, ben, souvent, ils ont quand même pas mal de myoclonies quand même, hein. Donc, normalement, c'est des Angelman, hein. Donc, souvent, ils ont des crises myocloniques assez longues. Donc, bah, tous les médicaments antimyocloniques, à vrai dire, hein. Donc, à spectre-là. Oui. Quel est votre premier choix dans l'épilepsie centrotemporale? Donc, dans les épilepsies, donc, ce qu'on appelle maintenant les SELECT, les anciennes épilepsies focales idiopathiques. Alors, moi, j'ai pas beaucoup de choix parce que je suis une neurologue d'adulte, hein, donc j'en vois pas. C'est par définition, hein, l'enfant 6-7 ans. Mais quand il y a un traitement qui est introduit, puisque quand il y a très peu de crises et qu'elle reste focale, qu'il n'y a pas de crise secondairement généralisée, on peut aussi choisir de ne pas traiter, hein. C'est vraiment une possibilité. Je sais que mes collègues neuropédiatres donnent lamotrigine, lévétiracétam, voilà. Alors on peut aussi, pourquoi pas, donner des petites doses de... Alors la carbamazépine, vous savez que ça a été très discuté parce qu'à un moment, l'équipe de Necker avait dit que quand on donnait en fait de la carbamazépine à des épilepsies centrotemporales, ça pouvait les faire évoluer vers des syndromes de pointon de continu du sommeil. Ça n'a jamais été retrouvé, hein, dans la littérature de façon claire, mais en France, ça reste un petit peu un truc. Donc les neuropédiatres, ils ont peur de mettre de la carbamazépine sur des épilepsies centrotemporales à paroxysme rolandique, dont généralement globalement, ils mettent plutôt la motrigine ou la cosamide. La cosamide, ça peut être un bon choix aussi, ou les vétiracétane. Est-ce que vous indiquez en première intention la carbamazépine devant une crise focale secondairement généralisée chez une femme de 60 ans? Non. Euh, je serais plutôt sur des médicaments à meilleure tolérance. Et puis, quelqu'un qui démarre une épilepsie à l'âge de 60 ans va vivre très longtemps avec son traitement anti-crise. Et donc, aura d'autres pathologies. Donc, le côté inducteur va être très embêtant. Donc là, je privilégierais plutôt la cosamide, la motrigine, brivaracétam, mais pas un inducteur enzymatique. Dans le traitement chirurgical par électrocoagulation de la zone épileptogène, quelles seraient les conséquences sur la fonction assurée par cette zone? Alors, c'est une excellente question. Alors, généralement, elle est quand même pas très importante parce que la zone qui est détruite est vraiment toute petite, hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, souvent que ça marche pas, hein. Et dans un deuxième temps, l'épilepsie repart comme si on n'avait rien fait. Donc, généralement, alors, c'est vrai que, alors, pour être totalement honnête aussi, on va pas électrocoaguler Broca, hein, tout simplement parce que c'est quand même très rare qu'on explore Broca, par exemple, hein. C'est pas, voilà. Donc, si là, la zone est vraiment hautement fonctionnelle, on va pas l'électrocoaguler. Mais malgré tout, voilà. Mais par exemple, une dysplasie insulaire, on pourrait électrocoaguler. Mais bon, il n'y a pas énormément, voilà. Après, pour être sûr quand même, on peut faire une imagerie fonctionnelle ou quelque chose comme ça. Alors, il nous reste trois questions. Est-ce que, est-ce qu'on peut arrêter les médicaments antiépileptiques chez un malade épileptique ayant une malformation artério-veineuse non opérable, stable sous traitement? On peut toujours. Vous savez en fait que globalement, chez un adulte, pour pouvoir arrêter un traitement anti-crise quand l'épilepsie est bien équilibrée, on demande un long délai sans crise et on est plutôt passé de 5 à ans plutôt que 2 ans, hein. On dit maintenant plutôt 5 ans. Le souci, en fait, c'est que quand il y a une lésion qui est responsable de l'épilepsie, c'est quand même un drapeau rouge pour arrêter un traitement antiépileptique.
surtout si la MAV est inopérable et donc risque de saigner quand même, hein, faut pas se leurrer. Comme ça, moi, je serais pas chaude. Euh, Par contre, vous pouvez peut-être le réduire à un seul traitement. Euh, Après, tout dépend bien entendu hein, du patient, de ce qu'il veut, etc. Mais moi, souvent, quand il y a des lésions, je suis pas très incline à arrêter le traitement, même quand l'épilepsie est bien équilibrée. Mais c'est pas une contre-indication. D'accord. Chez un patient avec crise fréquente, chez qui on veut mettre lamotrigine, par exemple, en titration lente, est-il possible d'associer le clobazam le temps d'atteindre une dose correcte? Ah, c'est toujours possible hein, de mettre du clobazam le temps que le médicament que vous devez titrer lentement arrive à dose efficace. C'est vraiment sans problème. Peut-on utiliser le Zibinix en première intention dans l'épilepsie focale? Alors, il n'a pas l'AMM, mais bon, on fait ce qu'on veut après, hein, voilà. Oui, pourquoi pas. Le Zibinix est inducteur enzymatique, hein, un peu moins que la carbamazépine, mais l'eslicarbazépine est inductrice enzymatique. Donc, on en revient un petit peu à la discussion de tout à l'heure, c'est que si vous avez une femme, vous la mettrez pas en première intention sous Zibinix. Un homme, oui, vous pouvez, mais une femme, non, à cause de la contraception. Alors, dernière question, traitement d'épilepsie vasculaire chez des patients sous syndrome. Sous Saint-Tron, sous AVK? Syndrome, oui, sous D'accord. anticoagulant. Alors, ouais, bien sûr. Alors, évitez à tout prix tous les inducteurs enzymatiques, donc pas de carbamazépine, pas de deslicarbazépine, pas d'oxcarbazépine, pas de cénobamate, rien qui est inducteur enzymatique, parce que là, vous risquez de diminuer l'efficacité de l'AVK. Il y a eu un moment une discussion sur, mais c'était pas avec les AVK, c'était lévétiracétam et les nouveaux anticoagulants, parce qu'en fait, le lévétiracétam joue sur la glycoprotéine P, qui est également une voie de métabolisme des nouveaux anticoagulants, des nouveaux ADO. Mais sincèrement, c'est pharmacocinétique, mais il n'y a jamais eu de preuve clinique qu'on ne pouvait pas mettre de lévétiracétam. Donc le seul mot d'ordre, quand vous avez un patient sous AVK, c'est pas d'inducteur enzymatique. Très bien. Bah, écoutez, nous arrivons au terme de ce webinaire, excellent webinaire, vraiment très didactique, très clair, sous forme de vraiment un manuel pratique. Voilà, nous tenons encore une fois à remercier le professeur Sophie Dupont et Merci, on professeur se Wazan. retrouve dans d'autres webinaires. Voilà, au revoir. Au revoir. Bye bye. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.